Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour monsieur, oui, oui, on vous entend. Merci. On continue la correction des exercices. Donc la dernière fois, on avait commencé à corriger un certain nombre d'exercices. Donc on s'était arrêté avec l'exercice semble 4. Et je vous avais demandé de répondre à la question 4 de cet exercice. Alors, est-ce que vous l'avez fait chez vous? Donc vous aviez trois mots, donc il fallait vérifier est-ce que ces mots étaient corrects en utilisant les deux approches, la méthode de division polynomiale ou bien le circuit. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Allô? Personne. Personne n'a essayé de le faire. Les exercices, quand on vous les donne, vous êtes censé les travailler. D'accord? Bon, je préfère, pour la prochaine fois, lorsqu'on fait des exercices, essayez de travailler vos exercices, s'il vous plaît, à l'avance. Comme ça, vous venez pas comme des touristes. Hein. Normalement, les séances de TD, c'est on vous donne les exercices, mais vous essayez de les travailler avant de donner les solutions. Bon, là, on vous donne trois mots. Donc, on va vérifier d'abord est-ce que Y1 est correct. Donc, on va utiliser donc la division polynomiale. Alors, le principe, c'est de prendre Y et de le diviser par G de X. Donc, je regarde est-ce que le reste est égal à 0 ou non. Donc, si le reste est égal à 0, donc il est bien reçu. S'il est différent de 0, donc il est mal reçu. Alors, quand on prend Y1X, donc il est égal, donc ce mot-là est représenté par ce polynôme. Donc, X4, X3, plus 1. Donc, on le divise par G de X, donc ça me donne X au carré, fois ce polynôme. Donc, je vais trouver ça, je vais éliminer X4 et X3, donc il me reste X carré plus 1. Je refais la division avec les termes de poids fort, donc X carré divisé par X carré, ça me donne 1. 1 fois G de X, donc ça va me donner ça. Donc je fais l'addition, donc je vais trouver le reste est égal à X. Donc le reste de la division par le mot, par le polynôme générateur, va me donner un reste qui est différent de 0. Donc le mot est mal reçu. Est-ce que c'est clair pour le premier mot? Oui, c'est clair. Bon, on me demande d'utiliser les deux approches. Donc avec la première approche, j'ai trouvé que le mot est mal reçu, puisque le reste est différent de 0. Je vais appliquer maintenant la méthode par circuit, donc la méthode automatique. Donc je vais faire passer donc les bits constituant ce mot-là par cycle d'horloge. Donc le premier bit c'est 1. Alors si donc le polynôme c'était x carré plus x plus 1. Donc là, donc si vous envoyez un 1, donc en entrée vous allez avoir un 1. Donc A0 aura un 1 et A1 donc va être la somme de 0, de A0 plus la valeur entrante. Donc 0 plus 1 ça me donne 1. Ensuite deuxième cycle. Donc vous allez avoir en entrée donc la somme de 1 plus 1, c'est 0. Donc A0 va recevoir cette valeur. Et A1, ça va être la somme de l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc 1 plus 0, ça va donner 1. Ensuite, troisième cycle. Donc, alors,
1 plus 0, ça me donne 1. Ce sera la valeur de A0. Et A1, ce sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc 0 plus 1, c'est A1. Dernier, non, pas le dernier, l'avant-dernier cycle. Donc 1 plus 0, ça me donne 1. 1. 1 plus 1, ça me donne 0. Dernier cycle, donc 0 plus 1, 1. Ce sera la valeur de A0. Et A1, ça va être l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc 1 plus 1, ça me donne 0. Donc le reste de la division ici aussi est différent de 0. Donc le mot est mal reçu. Mais je vais constater que le reste ici est égal à 0,1. D'accord? Certes, il est différent de 0, mais je n'ai pas trouvé le même reste que lorsque j'ai fait la division polynomiale. Alors, on va expliquer par la suite pourquoi. Donc, on constate simplement que les deux restes ne sont pas les mêmes, même si moi, je ne cherche pas à voir la valeur du reste. Je cherche simplement à vérifier est-ce que le reste est égal à 0 ou non, pour dire est-ce que le mot est bien reçu ou il est mal reçu. Je prends note simplement que les deux restes ne sont pas égaux. Alors, je passe au mot y2. Donc, j'applique d'abord la division polynomiale. Donc, je vais représenter y2 par le polynôme équivalent. Donc, ça me donne x4, x3, x1. Je divise donc par toujours mon polynôme générateur. Donc, je vais trouver x carré fois g de x. Donc, je vais trouver x4, x3, x carré. Donc, j'élimine x4 ici, x3. Donc, il me reste x2, x plus 1. Donc, x au carré par x au carré, ça me donne 1. 1 fois g de x, je vais obtenir le même polynôme. Donc, le reste est égal à 0. Donc, le mot y2, par la division polynomiale, il est bien reçu. Donc, c'est un mot valide. Donc, on refait donc, la vérification en utilisant la méthode automatique, donc par circuit. Alors là, il faut que je trouve 0, sinon ça pose problème. Tout à l'heure, on faisait que vérifier est-ce que le reste est égal à 0, mais là, comme avec la méthode de division polynomiale, j'ai trouvé le reste égal à 0, donc nécessairement ici, je dois trouver égal à 0. Donc on fait passer les bits composants de ce mot-là. Donc le premier c'est un 1, le bit de poids fort. Donc 1 plus 0, ça me donne 1, c'est la valeur de A0. A1, c'est la valeur entrante plus l'ancienne valeur de A0. Donc 1 plus 0, ça me donne 1. Deuxième cycle, donc j'envoie un 1. 1 plus 1, c'est 0, c'est la valeur entrante. Ce sera la valeur de A0. A1, la nouvelle valeur de A1, ça sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc 1 plus 0, ça sera 1. Troisième cycle, donc 1 plus 0, ça me donne 1. Ce sera la valeur de A0. Et A1, ça sera l'ancienne valeur de A0. 0 plus la valeur entrante. 1. Donc ça me donne 1. Quatrième cycle, donc 1 plus 1, c'est 0. C'est la valeur de A0. A1, c'est l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc c'est un 1. Et enfin, dernier cycle, 1 plus 1, 0, ce sera la valeur de A0, et A1, ce sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante, donc 0 plus 0, ça me donne 0. Donc le reste, là aussi, est égal à 0. Donc il est censé être correct, donc bien reçu. Donc dans les deux cas, j'ai trouvé 0. Donc là, ça ne pose pas de problème. Donc on fait le même traitement pour Y3. Donc on commence par la division polynomiale. Donc on représente ce mot-là par son polynôme. Donc ça me donne x au carré plus x. Que je divise par g de x. Donc alors là, on obtient 1 fois g de x. Donc j'obtiens ça. En faisant la somme, donc je vais obtenir comme reste, c'est égal à 1. Donc là, c'est un mot qui est mal reçu. D'accord? Et le reste de la division est égal à 1.
On rappelle que je ne cherche pas à interpréter le reste. Je cherche simplement à vérifier est-ce qu'il est égal à 0 ou non pour dire est-ce que le mot est bien reçu ou pas. On refait donc pour ce dernier mot, on refait le calcul en utilisant la méthode automatique par circuit. Donc je réinitialise les registres à 0 et je fais passer le premier bit de poids fort. Donc 0 ça ne change pas, donc j'aurai des 0 partout. Deuxième 0, pas de changement. Donc ensuite 1, 1. Donc 1 plus 0 ça me donne 1. Ce sera la valeur de A0. A1 ça sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. Donc 0 plus 1 ça me donne 1. 1 plus 1 c'est 0, ça sera la valeur de A0, et A1 ça sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante. 1 plus 0 ça me donne 1. Enfin, dernier cycle, 1 plus 0 ça me donne 1, ça sera la valeur de A0, et A1 ça sera l'ancienne valeur de A0 plus la valeur entrante, donc 0 plus 1. Donc le reste ici c'est égal à 1. Donc c'est toujours différent de 0, donc le mot est mal reçu, mais en utilisant la division polynomiale, on avait trouvé 1. Donc les deux restes, même s'ils sont différents des autres, restent inégaux. Donc c'est pas le même reste que je trouve. Alors d'abord, est-ce que c'est clair les divisions? Avant d'expliquer pourquoi on ne trouve pas les mêmes restes en utilisant la méthode automatique et la méthode division polynomiale. Est-ce que vous avez compris l'approche, hein? Bien qu'on a expliqué la dernière fois en cours. Voilà, là je suis en train de je suis en train d'appliquer la méthode polynomiale et la méthode automatique sur les mêmes mots pour voir est-ce qu'ils sont corrects ou non. Est-ce qu'on peut trouver une explication pourquoi les restes sont différents quand je fais la vérification? Parce que là, on est en train de vérifier. Est-ce qu'on peut trouver une explication pourquoi les restes? Alors, pour rappel, lorsque le mot il est mal reçu, on l'a constaté avec y1, donc là on a trouvé un reste qui est égal à x pour le premier mot. On a trouvé avec la méthode automatique, a donné un reste qui est égal à 1. Bon, ça ne me pose pas de problème parce que moi je ne fais que tester est-ce que le reste est égal à 0 ou non, bon, quelle que soit la valeur. Mais bien que j'ai trouvé dans les deux cas que le reste est différent de 0, mais j'ai trouvé que la valeur de ce reste-là n'est pas la même. Alors lorsque le mot est reçu, j'ai trouvé que dans les deux cas, le reste est égal à 0. Donc que ce soit avec la division polynomiale ou bien la méthode automatique. Et heureusement, sinon ça poserait problème. Parce que là, quand on fait la vérification, on fait passer le mot par le même circuit de codage. Il y a un seul circuit qui fait le codage et le décodage. Alors le troisième mot, on a trouvé que le reste était différent de 0, donc on trouvait dans le premier cas, par la division polynomiale est égal à 1. Par la méthode automatique, donc on a trouvé que c'est un reste qui est aussi différent de 0, mais qui n'est pas égal à 1, qui est égal à 11. Alors, pourquoi les restes sont différents de 0 lorsque le mot est mal reçu? À votre avis? Je ferai plus confiance à la méthode division polynomiale, parce que celle-là, je la connais. C'est moi-même qui fais les calculs, donc je suis sûr du résultat. Donc je sais que le résultat, c'est bien égal à 1. Donc j'aurai plus un doute sur la méthode automatique, parce que c'est le circuit qu'on me l'a imposé. Ok. Donc, mais pourquoi le circuit ne calcule pas comme la méthode automatique lorsque le mot est mal reçu? Pourquoi il donne des restes qui sont différents de ce que j'obtiens avec la méthode manuelle? Est-ce que vous avez une réponse? Vous avez une idée? Réagissez s'il vous plaît, vous êtes mort, réveillez-vous.
tout à l'heure, quand j'ai posé la question, vous n'avez pas compris quoi, la question ou les solutions ou la quoi? Non, monsieur, on a compris la solution. Là, genre, je sais pas, il y a des cas différents. Eh, mais vous n'avez pas une petite idée. Bah, que des interférences, ou là, genre, tu m'as dit que la valeur, les calculée ou la division. Oui. Genre, qui m'a fait physique de la valeur théorique, ou t'as circuit, genre, qui m'a la valeur, les en réalité, genre, il y a une petite différence. Non, non, c'est-à-dire ça. Bon, le circuit HDR, on l'a donné quand? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on vous l'a donné ce circuit? En cours. Je l'ai donné quand? Je l'ai introduit quand? À quel moment on a introduit ce circuit-là dans le cours? Il est censé faire quoi, ce circuit-là, au départ? C'est quand on vous l'a donné. Départ de gap 0. Quand j'ai fait... est-ce que je l'ai donné pour décoder ou je l'ai donné pour coder? Pour coder. Pour coder. D'accord. Ce circuit-là, il a été donné pour coder. On l'a repris pour le décodage. Mais principalement, c'est un circuit de codage. C'est-à-dire qu'il vous donne, il vous calcule l'information de redondance que vous rajoutez à l'information utile. Donc, c'est un circuit de codage. Donc, lorsqu'il fait le codage, il ne se trompe pas. Sinon, ça serait grave. C'est-à-dire qu'il devrait vous donner le même reste que ce que vous allez utiliser lorsque vous utilisez la méthode manuelle. Donc, par exemple, dans le codage, quel est le principe avec la méthode manuelle? C'est-à-dire lorsqu'on code, on a le polynôme z de x, qu'est-ce qu'on lui fait avec le polynôme pour coder? Quand on a une information utile, on fait un décalage. Donc le décalage revient à faire quoi au polynôme z de x? Allô? La multiplication. Voilà, on multiplie par xr. Donc, un en entrée, si je refais le circuit HDR, donc je lui donne, ça relie z de x, ce sont les coefficients du polynôme z de x. Donc, il est censé lui faire la multiplication. C'est-à-dire, normalement, lorsque je fais le codage, je lui donne z de x, les coefficients de z de x. Il fait d'abord la multiplication par xr. Ensuite, il divise par g de x et il me calcule le reste au niveau de ces registres. C'est-à-dire, ax, je le retrouve à la fin. Donc, il ne fait pas qu'une opération de division. Il fait une opération de multiplication pour faire le décalage. Et ensuite, il divise par g de x, ce qui me donne les résultats ici. Donc, j'ai repris le même polynôme pour faire la vérification. Donc, quand je lui donne y de x, il fait quoi? Il va faire quoi? Je lui donne pas... dans le codage, je lui donnais z de x, c'est-à-dire l'information utile. Là, je lui donne tout le mot. Il va faire quoi? Il doit refaire les mêmes opérations. C'est quoi ces opérations? Multiplication. Voilà. Donc, il va faire multiplication de y de x par xr que je divise par g de x. Est-ce que c'est ce que j'ai fait moi dans la... Est-ce que c'est ce que j'ai fait ici, moi? Ce que vous venez de me décrire, c'est pas ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fait l'opération manuelle. Moi, j'ai divisé directement par g de x. Je n'ai pas fait de multiplication. C'est-à-dire que là, pour m'économiser un registre, au lieu d'avoir deux registres dans la carte réseau, j'ai utilisé les mêmes registres. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à connaître la valeur du reste. Si vous faites y de x divisé par g de x, ou là vous faites y de x fois x3, comme c'est le cas ici, ou la fois xr divisé par g de x, c'est-à-dire que si g de x divise y de x, il va aussi diviser y de x fois un autre polynôme. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en ayant, je teste simplement est-ce que le reste est égal à 0. Normalement, l'opération qui devrait être faite, c'est y de x divisé par g de x. Et là, je regarde est-ce que le reste est égal à 0. C'est le cas ici, c'est x.
Le circuit, lui, il ne fait pas cette opération. Il fait y de x fois xr, donc il multiplie d'abord par xr, on va il divise par g de x. Mais ça ne me pose pas de problème, parce que si g de x divise y de x, il divisera aussi y de x fois n'importe quel autre polynôme. Peu importe le reste, donc. C'est pour ça que je trouve des restes différents, parce que le reste que je trouve dans la division automatique, c'est le reste de y, du polynôme équivalent, donc y1x, fois xr, c'est-à-dire x au carré, divisé par g de x. Donc, c'est pas la même opération que je fais. Mais, je vois bien que lorsque le mot est mal reçu, je trouve un reste qui est différent de 0, quelle que soit la méthode, que j'utilise la méthode automatique ou la méthode manuelle, bien que le reste est différent, puisque ce n'est pas la même opération que j'ai faite. Mais lorsque le mot est bien reçu, dans les deux cas, je trouve un reste qui est égal à 0. C'est le cas, tu as le mot y2. Donc, dans le mot y2, ici, on a trouvé un reste qui est égal à 0, puisque y2 est divisible par g de x. Et quand on a fait la méthode automatique, on a trouvé aussi que le reste est égal à 0, parce que g de x divise y2 fois x au carré. C'est-à-dire y de x, celui-là, ce que j'ai trouvé, voilà, y de x. Donc, quand je fais la méthode automatique, en fait, quand j'ai fait la division de x carré plus x3 plus x plus 1 fois x au carré, divisé par g de x. Je peux vous faire la vérification ici. Si je multiplie par x au carré, je vais trouver x6, x5, x3, bon, retenez que c'est x3, plus x au carré. Si vous divisez par g de x, vous allez trouver x4. Donc x4 fois x au carré, on va obtenir x6. x5 plus x4. Alors on élimine x6, x5, il nous reste x4 plus x3 plus x au carré. Ensuite, je refais, donc x4 divisé par x au carré, ça me donne x au carré, je multiplie, ça va me donner x4, x3, x au carré, ah non, c'est pas celui-là que je devais vérifier. Je devais vérifier l'autre, pardon, Hada est égal à 0. Je devais vérifier l'autre. On va refaire. Alors, essayez vous-même et vous me donnez le résultat. Parce que là, je ne peux pas le faire devant vous, mais faites... alors, on va aller vers Y1. Voilà. Faites la division sur un bout de papier de x4, x3 plus 1 fois x carré. Ça vous donnera x6, x5 plus x carré. Alors faites la division de ce polynôme, donc y1x fois x carré, divisez-le par g de x. Et regardez, est-ce que vous obtenez un reste qui est égal à... Alors on devrait trouver un reste qui est égal à 1. Ok, donc vous le faites s'il vous plaît rapidement. Sur une feuille, vous faites la division de x6 plus x5 plus x au carré. Vous divisez par g de x. Regardez, est-ce que le reste de la division polynomiale est égal à 1 et non pas à x. Alors, qui a fait la division? Monsieur Mazana m'a d'un comme Vous êtes lent, hein? C'est...
Donc rappel, x6 plus x5 plus x au carré, vous le divisez par g de x. Vous devriez trouver un reste qui est égal à 1, c'est-à-dire comme celui de la méthode automatique. Ah, ok. Donc on a quelqu'un qui a trouvé le même résultat, donc il a trouvé 1. Donc là, ça confirme que le circuit fait réellement d'abord une multiplication, décalage, on va les divise g de x par g de x. Donc c'est pour ça qu'on trouve des restes qui sont différents lorsque ce reste n'est pas égal à 0. Pour les autres, est-ce que vous confirmez que vous trouvez bien 1, non pas x? Voilà, ok. Donc là, au moins c'est clair. On a clarifié, on a expliqué pourquoi les restes sont différents. Donc, encore une fois, ça ne pose pas de problème, parce que là, je ne cherche pas à interpréter le reste, je cherche simplement à vérifier est-ce qu'il est égal à 0 ou est-ce qu'il est différent de 0 lorsque je reçois un mot. Alors, je crois que c'est la dernière question de cet exercice. Voilà, là quand on vous dit remarque que les mots sont détectés comme bien reçus avec les deux méthodes, cependant lorsque le mot est mal reçu, le reste non nul calculé est différent selon la méthode utilisée. Et là, ça confirme ce que je vous avais dit tout à l'heure. Au fait, le circuit utilisé pour la vérification est le même que celui du codage. Ce dernier procède donc par multiplier l'information utile injectée y de x par xr avant de calculer le reste de la division du produit par g de x. Donc, ceci calcule donc un reste non nul différent de l'opération effectuée manuellement y de x par g de x. Toutefois, le reste est toujours égal à 0 dans les deux cas lorsque g de x divise yx. Comme le reste n'est pas interprété, lorsqu'il n'est pas nul, le circuit est utilisé aussi bien pour le codage que pour le décodage. Donc ça permet d'économiser l'implémentation de deux circuits. Donc on a un circuit qui fait les deux opérations. Donc c'est une économie au niveau de la carte réseau, puisqu'on fait la vérification par circuit intégré. Bon, on va aller maintenant vers l'exercice suivant. Alors le 5, non, vous n'êtes pas concerné par le 5. Le 6. Alors, l'exercice 6, on vous dit soit un code C5.2 dont les mots sont comme suit. Alors, k égale à 2. Donc, le nombre de mots du code, c'est 2 puissance k, c'est-à-dire 2 puissance 2. Ça me donne 4 mots. Donc, j'ai le mot associé à 0,1, le mot associé à 0,0, le mot associé à 1,0, le mot associé à 1,1. Donc, on me donne les 4 mots composant ce code-là. Bon. Je ne sais pas comment ils ont été calculés, peut-être avec peut-être un polynôme ou avec autre chose. Pour le moment, on ne m'a rien dit. Simplement, on m'a donné la liste des mots valides. On me demande de donner combien ce code détecte-t-il d'erreur et combien il en corrige. Alors, comment savoir la puissance de ce code, c'est-à-dire les performances de ce code en termes de détection et de correction? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour connaître le nombre d'erreurs détectées et le nombre d'erreurs corrigées par ce code? La distance minimale. Comment on appelait la distance minimale de Hamming. Donc il faut la calculer. Alors comment je vais la calculer, cette distance de Hamming? Comment calculer la distance de Hamming pour un code? On va faire la somme. Faites la somme de quoi? Il y a quelqu'un qui parle, mais c'est très faible, hein. On vous entend pas, hein. C'est très très faible. Je pense que vous avez un problème de micro, hein, donc on vous entend presque pas. Oui, alors votre camarade a dit la somme, mais comment la somme? La somme de tous les éléments 2 par 2. Par exemple, le premier avec le deuxième, puis le premier avec le troisième, etc. Donc on va comparer tous les mots 2 à 2. Ensuite, on prend le... Une fois qu'on a comparé tous les mots, on prend quoi? C'est quoi? Ça sera quoi la distance de Hamming minimale? Ça sera égal à quoi? Le minimum. Le minimum de quoi? Et distance calcul. Ok. Entre les deux mots.
c'est-à-dire comparer. Donc on regarde le nombre de bits pour lesquels deux mots sont différents, en comparant tous les mots 2 à 2, et à la fin on prend la valeur minimale trouvée en termes de distance. Bon, ensuite on applique le théorème qu'on avait donné en cours, qui vous dit que la détection elle est d'ordre moins 1 et la correction elle est d'ordre moins 1 divisé par 2. D'accord? Donc on va comparer ces mots-là. Donc on va trouver 2, ici 4, 2, 2, 4, 2. Donc par rapport à ces valeurs-là, des distances, on va trouver que la distance de Hamming est égale, minimale est égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'elle me permet cette distance? Elle me permet de détecter des moins 1, c'est-à-dire une erreur, et de corriger 0. Ok, donc c'est pas un code correcteur, c'est un code détecteur, il corrige simplement, il détecte simplement les erreurs simples. Alors, est-ce qu'à partir de ce mot, de cette liste de mots, je peux déterminer le polynôme générateur? Supposons que c'est un polynôme qui a généré ces codes-là. Quel serait le polynôme générateur associé? Alors, là, il faudrait, a priori, essayer de définir un système d'inéquation. C'est-à-dire que je vais prendre un mot au hasard, bien qu'on verra que ce n'est pas un mot au hasard que vous prenez. Vous avez besoin simplement de connaître un mot. Si je prends ce mot-là, c'est-à-dire le code de 0,1, le code de 1, donc je sais qu'il est donné, donc un D 0,1, un D c'est l'information utile, au 0,01 c'est l'information de redondance. Si j'utilise une technique basée sur un code polynomial, ça sera le polynôme reste, c'est-à-dire ça sera l'équivalent du polynôme reste, où c'est z de x. Ok, donc le principe dans le codage dans un code polynomial, c'est de calculer le reste de la division d'un polynôme z de x qui est égal, dans mon cas, par rapport à ce mot-là, donc il est égal à 1, que je vais décaler de 3 positions, c'est-à-dire en multipliant par xr. C'est ça le principe. Donc j'aurai zx fois xr, ça me donne x3, que je divise par g de x que je ne connais pas, mais g de x, je sais forcément qu'il est de degré combien? Que devrait être le degré de g de x? Il doit être égal à quoi, g de x? Le degré de g de à 3. Donc il est de degré r. Ok, donc c'est degré 5 moins 2, donc n est égal à 5, k égale à 2, donc il est forcément de degré 3. Ok, puisque l'information de redondance, elle est sur 3 bits. Donc, g de x va s'écrire donc sous forme d'un polynôme x3 fois un coefficient g3, plus x au carré fois un coefficient g2, plus x fois un coefficient g1, plus g0. Je sais que g0 et g3 sont égales à 1, donc il me reste simplement deux coefficients à trouver. Donc, si vous voulez, c'est deux variables à essayer de trouver en ayant deux équations. Mais peut-être que je n'ai même pas besoin d'avoir une deuxième équation. Donc, j'ai x3, ça c'est... alors, qu'est-ce que j'écris ici? Le mot terri, donc x3 plus 1. Oui, alors, ça c'est zx fois xr. Donc, d'après le mot, c'est zx fois xr. Donc, il est égal à x3. Est égal à un donc, si je divise ça par g de x, donc je vais trouver un polynôme quotient fois g de x plus a de x. Dans cette affaire, je connais a de x. a de x est égal à, il est donné, hein, c'est ça, est égal à 1. Donc, d'après le mot, le reste est égal à 1. Donc, hada, je le connais. G de x, je sais qu'il est de degré 3. Le polynôme quotient, comment il doit être égal? Si vous divisez x3 par un polynôme de degré 3. Le polynôme quotient doit être égal à quoi? Si vous faites une division polynomiale dans le binaire, donc vous allez prendre ADS, c'est zx fois xr. Donc ça, c'est ce qui est représenté par x3, que je divise par g de x.
que devrait être égal le polynôme quotient? 1. Ah oui, forcément. On prend le terme de puissance maximale, donc c'est x3, qu'on divise par le terme de puissance maximale de g, c'est forcément x3, donc vous allez trouver le polynôme quotient qui est égal à 1. Donc, je remplace 1, g de x, donc g de x, x3 est égal à g de x plus a de x. Donc, je transpose a de x de l'autre côté. Donc, je vais trouver g de x qui est égal à x3 plus 1. Donc, a de x, on connaît la valeur théorique, donc c'est un 1. Donc, g de x est égal à x3 plus 1. Alors, de manière générale, quand on vous donne une liste de mots constituant un code, le polynôme générateur de votre code, c'est toujours, je dis bien, c'est toujours le mot de code associé à 1. C'est-à-dire, c'est toujours le code header. Vous prenez n'importe quel code polynomial. Si vous calculez le code à 0, à 1, à la valeur 1, vous allez trouver que sa valeur, le polynôme équivalent à ce mot-là, est égal au polynôme g de x. Ça, c'est, j'allais dire, vous le prenez comme un axiome. Had le mot hadaya, c'est-à-dire celui qui code la valeur 1, il est toujours égal au polynôme générateur. Donc là, si je le lis, je vais lire x3 plus 1. Et donc, ça sera mon polynôme générateur. Et je viens de démontrer, voilà. Je viens de vous dire pourquoi. Parce que quand vous allez diviser, alors avançons un peu. Et lorsque vous allez diviser zx fois xr par g de x, vous allez toujours trouver le quotient qui est égal à 1. Vous allez toujours trouver que g de x est égal à x plus 1. C'est ça. J'allais dire, quel que soit le polynôme. Donc c'est de manière générale qu'on trouve g de x est égal à x plus 1. Ce n'est pas propre à cet exemple-là, c'est de manière générale. Donc ce qui fait que si vous avez ce mot-là, si on vous le donne, vous n'avez pas trop à vous casser la tête, il suffit simplement de le prendre tel quel. Le mot, le code de 1. Vous le prenez tel quel et vous le remplacez, vous donnez le polynôme équivalent, ce qui va représenter g de x. Est-ce que c'est clair, cette histoire? Oui, monsieur. Ok, donc là, dans mon cas, ça sera x3 plus 1. Plus 1. Bon, on me demande de donner le circuit logique. Donc, forcément, x3 plus 1, il est de degré 3. Donc, j'ai 3 registres à décalage qui vont calculer le reste de la division. A0, A1, A2. Donc, tout le problème, c'est de trouver les branches. En tout cas, voir est-ce qu'elles existent ou non. Donc, on dit la branche x3, on dit la branche A1. On dit par défaut. Alors, le coefficient x, il est égal à 0. Le coefficient x carré est aussi égal à 0. Donc, je n'ai pas les branches intermédiaires. D'accord? Donc, par rapport au polynôme x3 plus 1. Donc, il n'y a que les branches dans le x3 et la branche dans la constante. Le reste des branches n'existe pas puisque les coefficients sont égaux à 0. Donc, ça, c'est le circuit équivalent à x3 plus 1. Donc, je vais utiliser ce circuit-là pour coder le message. Alors, quand on code, toujours travailler par rapport à n et k, c'est-à-dire k égale à 2, donc je code des blocs de 2 bits. Et non pas, je prends pas toute la séquence et je la code. Je code par bloc, tel que la taille du bloc est égale à k. Donc je vais diviser en deux blocs, le bloc 0,1, le bloc 1,1. Bon, là on ne m'a pas précisé la méthode, j'aurais pu utiliser aussi la division polynomiale. Bon, là j'ai préféré utiliser la méthode automatique. Donc j'initialise le circuit terre à 0. Alors d'après le circuit, donc essayez d'avoir le circuit en tête. Donc 0 plus 0, ça me donne 0, donc c'est la valeur entrante. Alors A0, donc là j'ai inversé. Donc A0, c'est la valeur entrante, donc c'est 0.
A1 c'est l'ancienne valeur de A0, c'est un 0. Et A2 c'est l'ancienne valeur de A1. Donc c'est 0. Alors deuxième cycle d'horloge, j'envoie un 1. 1 plus 0, ça me donne 1. Ensuite, A1 c'est l'ancienne valeur de A0, c'est un 0. Et A2 c'est l'ancienne valeur de A1. Donc c'est un 0. Donc le résultat, ça sera 0, 0, 1. Simplement pour que vous voyez le circuit. Hein. Donc A1 récupère l'ancienne valeur de A0 et A2 récupère l'ancienne valeur de A1. Donc le code de 0,1, c'est bien 0,1,0,0,1. C'est ce qu'on m'a donné. Hein. Là, c'est pour... si vous trouvez un résultat différent de ce qu'on vous a donné, c'est que vous êtes trompé dans les calculs. Là, ça confirme bien que le polynôme qu'on a trouvé est bon. Parce que on a trouvé le bon code. Tout à l'heure, on m'a donné ce code-là. Les codes, on me les a donnés. Hein. Donc, il faudrait que je trouve les mêmes résultats que ceux qu'on m'a donnés. Sinon, ça pose problème. Alors, pour le deuxième mot, je devrais trouver, c'est-à-dire sans faire les calculs, bon, bien qu'on va faire les calculs, mais je devrais trouver ça, 1,1,0,11. Donc, je vais confirmer, est-ce que je trouve 0,11 en utilisant le circuit. Donc, je réinitialise le circuit TI à 0. Donc, j'envoie un 1. 1 plus 0. Donc, ça me donne 1. Ensuite, A1 récupère l'ancienne valeur de A0. Donc, c'est un 0. A2, l'ancienne valeur de A1. 0, 0. Deuxième cycle d'horloge. Donc, 1 plus 0, c'est un 1. A0, c'est 1. A2 c'est l'ancienne valeur de A1, c'est un... Alors, A1, pardon. A1 c'est l'ancienne valeur de A0, c'est un 1. Et A2 c'est l'ancienne valeur de A1, c'est un 0. Donc on trouve bien 0,11. Donc le mot 11 est codé en 11,011. C'est ce qui m'a été donné dans la liste des mots. Donc c'est correct. Et c'est ce qui était attendu. Il fallait que je trouve ces deux mots. Si j'avais trouvé des mots différents, c'est que c'est le polynôme TI qui est faux. Ou là, que je l'ai mal calculé. Donc le message codé, ça va être 0,1 prolongé par la redondance 0,01 et 11 prolongé par la redondance 0,11. Est-ce que c'est clair? Bon, ça, de toute façon, c'est classique. Hein, c'est la division polynomiale automatique. Là, vous avez l'avantage, c'est qu'on vous a donné les mots au départ. Donc, si vous vous trompez, vous pouvez vérifier est-ce que le mot a été donné ou non. Alors, question 5, vérifier est-ce que le message suivant est bien reçu. Et là aussi, faites attention. Je vérifie par bloc. Les blocs doivent avoir une longueur de 5 parce que c'est un code C5.2. Donc, je vérifie bloc de 5 par bloc de 5. Donc là, je vais diviser en deux blocs. Donc je vais d'abord vérifier le premier bloc en le faisant passer par le circuit. Bon, là ça ne change rien. Vous allez obtenir, quand vous envoyez des zéros, ça n'impacte pas le calcul. Donc vous aurez toujours des zéros. Donc le dernier 1, on va obtenir 1 plus 0, 1. Donc 1 pour A0, 0 l'ancienne valeur de A1, l'ancienne valeur de A0 c'est un 0, et A2 l'ancienne valeur de A1, donc c'est un 0. Donc le reste est égal à 1. Donc c'est différent de 0. Mais je peux voir que ça, c'est pas un mot de mon code. C'est-à-dire sans que je fasse la vérification ici avec le circuit, sans que je fasse les calculs, je sais que Hada c'est un mot invalide. Parce qu'il n'appartient pas à la liste des mots qui a été donné au départ. Ça c'est un mot 0001, c'est pas un mot de ma liste. Donc forcément je devrais trouver un reste qui est différent de 0. Par contre ça c'est un mot de ma liste. Hein. On vient de le voir que c'est un mot de la liste. Je viens de le calculer. 1011. Donc le reste devrait être égal à 0 pour le deuxième mot. Voilà. Donc là ça confirme. Donc 1. Donc 1 plus 0, ça me donne 1. Donc 1, ensuite l'ancienne valeur de A0, 0. L'ancienne valeur de A1, 0. Deuxième cycle, 1 plus 0, 1. A0, 1. Ici,
1, ici 0, ensuite troisième cycle. Alors 0 plus 0, 0, 0, 1, 1, ensuite quatrième cycle, 1 plus 1, 0, 0, 1, et dernier cycle, donc 1 plus 1, 0, 0, 0, 0. Ok, donc le reste est égal bien à 0. C'est ce qui était attendu, parce que c'est un mot valide qui appartient à la liste des mots. Donc le message contient une erreur sur le premier bloc et seulement. Donc c'est le premier bloc qui va être retransmis. Bon, là, ça ne vous concerne pas la question 6. Je ne sais pas s'il y avait un autre exercice à... Non. Ok, donc on a terminé avec la série. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette série? Est-ce qu'il y a un exercice qui n'est pas compris ou bien une question dans les exercices sur lesquels on pourra revenir? avec ça, le G2X. Comment faire pour le voir directement? D'accord, ok. Donc l'exercice actuel, hein, donc l'exercice 6. Voilà. Bon, on t'a donné une liste de mots. Bon, si on te donne la liste de tous les mots, tu cherches toujours le code de 1. D'accord? C'est-à-dire celui qui code 1. Parce que had le muhada, il sera toujours égal, quel que soit l'exemple, quel que soit le code polynomial, il sera toujours égal au polynôme générateur. Donc je ne parle pas des autres, hein. Je parle de celui-là, celui qui code 1. La condition est qu'on est codé numéro 1. Là, voilà, tu as le code tu as 0,1, l'M2 tu as 0,1 ou la 0,01, le code tu as 1. Si tu l'as, si on te l'a donné dans la liste, donc forcément Hadak c'est égal à G de X. Tu prends n'importe quel code polynomial. Hein. Tu prends n'importe quel code polynomial. C'est-à-dire, quand tu codes 1 avec un code polynôme, quand tu codes 1, la valeur 1, avec un code polynomial, il va te donner à l'arrivée un code qui sera égal à G de X. Et tu peux faire, on a fait d'ailleurs la vérification, on l'a fait intuitivement. C'est-à-dire, on a multiplié par XR, parce que 1, quand tu fais un décalage, tu multiplies par XR. Tu divises par G de X, tu vas trouver un polynôme quotient égal à 1. Donc, tu vas trouver que G de X est égal à A de X plus X. Donc, ça revient au même. Tu vas trouver le même polynôme. Donc, de manière générale, tu as besoin simplement qu'on te donne ce mot-là pour connaître G de X. Si G de X n'est pas connu. Hein. On aurait pu ne pas me donner le code, les 3 autres codes. Si on m'avait donné simplement Hadaya, j'aurais pu trouver. Par contre, si on ne m'a pas donné celui-là, ça serait plus compliqué parce qu'il faut faire un système d'inéquation. Maintenant, utiliser chaque mot pour trouver éventuellement une équation, une deuxième équation, et essayer de résoudre cette équation. Parce que ça devient une équation à 2 variables ou à 3 variables. Tout dépend des coefficients que vous ne connaissez pas. C'est quoi? C'est les coefficients de G de X. Je sais que tu as G0, tu as la constante, qui sont toujours égales à 1. Donc, reste à déterminer ceux qui sont au milieu. Donc, tout dépend du nombre de coefficients que vous ne connaissez pas. Donc, il vous faut autant d'équations que de... Mais si vous avez ce mot-là, donc on n'avez même pas à résoudre d'équation. Vous le prenez tel quel, vous le représentez sous forme de polynôme, et vous avez votre G de X. Une autre question? Ok, oui. Je t'entends pas, donc c'est très faible. Essaye de crier ou de parler plus fort. Allô? Ou là tu m'envoies par le chat. Si on t'entend pas, tu peux envoyer ta question en message. Alors, tu me dis comment diviser en bloc dans cet exercice. C'est par rapport à K. C'est par rapport à K. C'est-à-dire que là, tu prends le code-tac.
C'est un code C5.2. Donc quand tu codes par rapport à K. C'est-à-dire que tu prends 2 bits et tu les codes. Ok, c'est-à-dire quand on a fait le codage. Alors j'avance. Quand on a fait le codage, par exemple, on m'a demandé de coder ce message-là. Je ne peux pas coder le tout. Je vais prendre des blocs par rapport à K. K est égal à 2. Donc ça marche par bloc de 2. C'est-à-dire chaque 2 bits, je leur rajoute 3 bits de contrôle. Mais si je prends les 4 et je leur rajoute 3 bits de contrôle. Donc à chaque 2 bits, je rajoute 3 bits de contrôle. Parce que c'est le code qui le veut. C'est un code C5.2. Et quand je fais la vérification, je vérifie par bloc de 5. Parce que je reçois des blocs de 5. C'est-à-dire j'ai 2 bits d'information utile et les 3 bits qui suivent, ce sont des bits d'information de contrôle. Ou là de redondance. Donc je dois traiter des blocs de 5. Donc ça fonctionne par rapport aux paramètres du code. Donc il faut que je vois la valeur de n et de k dans le code CNK. Et là, ça a été donné. Donc c'est un code C5.2. Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi je peux pas toujours voir le chat, hein, donc si vous pouvez le voir. Donc s'il y a quelqu'un qui pose des questions, vous pouvez, ceux qui ont des micros, vous pouvez me retranscrire la question, comme ça je pourrais y répondre. Parce que des fois je ne vois pas le chat. Alors on était, donc on a terminé avec les exercices de la série. On passe à la deuxième partie du cours. Donc là on va aborder quelque chose d'important, c'est le protocole HDLC. Alors le protocole HDLC, c'est un protocole de liaison. Donc on a expliqué c'est quoi le protocole de liaison. On a le protocole de liaison, c'est celui qui va opérer au niveau de la couche 2, c'est-à-dire la couche liaison du modèle OSI. Donc ce protocole-là, il va permettre d'acheminer donc les données, les trames, c'est les structures qui sont utilisées, manipulées à ce niveau-là. Il va donc chercher à les transmettre donc entre deux équipements voisins, donc directement rattachés par un câble ou un support. Donc c'est mon voisin direct, donc j'essaie de lui transmettre des trames, et donc c'est le protocole de liaison qui va assurer cette fonctionnalité de telle façon que les trames vont arriver à destination sans erreur, en utilisant une technique de vérification basée sur polynôme, et sans duplication et sans perte. Donc ça c'est le principe. Aussi, le rôle qu'a le protocole de liaison, c'est d'établir une connexion logique, c'est-à-dire que je ne vais pas envoyer directement les trames. Il faut que j'établisse d'abord une connexion logique et selon un mode de fonctionnement. Donc on verra que les réseaux n'ont pas toujours les mêmes modes de fonctionnement. Chaque réseau il a son propre mode de fonctionnement. Donc le protocole de liaison doit être adapté par rapport au mode de fonctionnement du réseau dans lequel on doit transporter ces trames-là. Donc le protocole HDLC est l'un des premiers protocoles complets qui ont été implémentés, qui ont été conçus donc dans les réseaux informatiques. Il a été réutilisé dans pas mal de domaines, c'est-à-dire qu'il a été adapté par la suite dans Internet, dans aussi les réseaux locaux. Donc on a pris le fonctionnement TRO parce que c'est un fonctionnement qui a quasiment, j'allais dire, qui prenait tous les cas. Donc on l'a simplifié dans certains cas. Par exemple, dans les réseaux locaux, on l'a simplifié. Dans les réseaux point à point, on l'a simplifié. Mais c'est-à-dire tous les protocoles actuellement de liaison qu'on va retrouver sont quelque part une adaptation du protocole HDLC. Parce que HDLC, quand il a été conçu dans les années 80 pour répondre à tous les besoins dans tous les réseaux. Ok. Mais actuellement, donc, les cartes réseau sont différentes. Donc chaque carte réseau va implémenter une procédure particulière. Donc avec la procédure particulière, elle s'inspire de HDLC. Donc elle a pris une sous-procédure du protocole HDLC. Parce que HDLC, il proposait plusieurs procédures, quel que soit le type de réseau, etc. Donc on l'a adapté donc, en fonction du cas, donc dans les réseaux actuels. Donc il a été normalisé sous différentes références, donc par le comité ISO. Et le principe de HDLC, c'est qu'il lui permet
contrairement au protocole qui le précédait, parce qu'il y avait des protocoles qui précédaient HDLC dans les années 70, notamment BSC et IBM. Lui, il permettait le transport, c'était le premier protocole qui permettait de transporter, en tout cas l'un des premiers qui permettait de transporter de l'information binaire, c'est-à-dire ce n'était pas un multiple de caractères, parce que dans les années 70, la seule information qu'on transportait, c'était du texte. Donc les messages qui circulaient sur le réseau, c'était un message où il y a une trame composée de trames, et la trame avec, c'était un multiple de caractères, parce qu'il n'y avait que du texte qui était échangé. Donc avec le développement, donc HDLC a apporté la possibilité de transporter de l'information autre que du texte, c'est-à-dire de l'information binaire, soit des fichiers, soit éventuellement des images, etc. Donc c'était l'avènement dans les années 80, c'était l'avènement de l'information multimédia, c'est-à-dire autre que le texte. C'était le premier ordinateur qui permettait d'intégrer le graphique avec Windows. Donc il faut chercher des protocoles un peu plus développés. Donc HDLC essaie de répondre à ce besoin-là en permettant donc le transfert des données donc autre que le texte, c'est-à-dire que ça pouvait être n'importe quelle information binaire. Donc les caractéristiques de HDLC, on vous dit là sur la transmission de suite binaire et non de caractères. Le transfert s'effectue sans aucune interprétation de son contenu. Donc ce n'est pas le rôle de la couche liaison d'interpréter le contenu du champ donné. Hein. Donc, le rôle de la couche liaison, c'est d'assurer la protection des trames qui sont échangées. Il offre un service de transfert de données fiable. Quand on dit fiable, c'est-à-dire sans erreur, et efficace entre deux systèmes adjacents, c'est-à-dire deux voisins, deux équipements voisins, en mode connecté, c'est-à-dire que pour s'échanger des trames, il faut d'abord établir une connexion logique. Il permet une exploitation en duplex de la liaison, c'est-à-dire soit en full duplex, soit en half duplex. Il a plusieurs modes. Donc on peut travailler en half duplex ou bien en full duplex. Donc on a expliqué c'est quoi le half, c'est quoi le full. Les messages, donc les trames qui contiennent les données, peuvent contenir à la fois des données et des informations de service, telles que les accusés de réception. Donc les trames, il y a plusieurs types de trames. Il y a les trames de données qui transportent l'information. Il y a aussi des trames de service, notamment celles qui permettent d'établir la connexion logique, celles qui permettent d'accuser réception, et d'autres trames aussi qui permettent d'assurer le bon déroulement de l'échange d'informations. Alors, la nouveauté, c'est que plusieurs trames peuvent être émises en séquence sans qu'un accusé de réception soit envoyé pour chacune d'elles. Donc, je peux envoyer un seul accusé de réception qui va confirmer la réception ou infirmer, c'est-à-dire dans le cas où l'une des trames est mal reçue, toute la séquence. Donc, je n'ai pas besoin d'envoyer un accusé pour chaque trame. Je peux envoyer ce qu'on appelle un acquittement groupé, c'est-à-dire pour une séquence où il y a un groupe de trames. Alors, toutes les trames, même celles ne contenant pas de données utiles, sont protégées par un FCS, c'est-à-dire que le FCS il est calculé pour toutes les trames, et donc pour vérifier à l'arrivée par le récepteur, est-ce que cette trame contient des erreurs ou non. Toutes les trames possèdent un format unique avec un seul type de délimiteur qui est appelé le fanion. Donc on va voir concrètement comment va fonctionner et quelle est la structure d'une trame HDLC. Bon, là c'est pour vous donner à peu près les adaptations d'HDLC par rapport au protocole existant actuellement. Donc il a été adapté par rapport à pas mal de protocoles. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble une trame HDLC. Chaque trame HDLC, elle est encadrée par deux caractères spéciaux qu'on appelle le fanion. On avait abordé ce problème-là dans la transmission synchrone. Donc, dans la transmission synchrone, elle est basée sur l'envoi de trames, de structures, et il faudrait que chaque structure soit encadrée par des caractères spécifiques. On les a appelés les fanions. Le fanion, il sert à quoi? Il sert à délimiter le début de trame. Pour dire ça, c'est le début du trame, ça, c'est la fin du trame. Donc, il a une configuration binaire précise. Dans le cas de HDLC, cette configuration, elle ressemble à 0, 6, 1, 0. Donc, lorsque le récepteur va détecter cette séquence 0, 6, 1, 0, il saura que c'est le début de la trame. Lorsqu'il va trouver une séquence qui ressemble, par la suite, lorsqu'il aura trouvé une séquence qui ressemble à un fanion, c'est-à-dire 0, 6, 1, 0, il saura que c'est la fin de la trame. Donc le contenu de la trame
ça sera le contenu entre les deux fanions. Comment il va analyser le contenu? C'est par rapport au champ. Il sait par exemple que le premier champ, c'est le premier octet après le premier fanion. Vient, là on vous dit le champ commande, ensuite le champ information, et les deux derniers octets, c'est le champ, c'est le FCS, c'est la redondance. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir détecter la trame et récupérer son contenu. Alors la question qui va se poser, qu'est-ce qui empêche d'avoir la même structure du fanion à l'intérieur de la trame? Ce que je peux avoir, c'est une séquence binaire. Donc je peux générer éventuellement ce fanion-là à l'intérieur de la trame. Donc pour que j'évite ça, parce que si j'avais la même structure binaire que le fanion, là je vais couper la trame en deux. Donc à l'envoi, donc lorsque je vais envoyer le contenu de ma trame, je vais rajouter ce qu'on appelle des zéros superflus. C'est-à-dire que là, je crée le premier fanion, je commence à envoyer le contenu de ma trame. Donc l'émetteur, dès qu'il trouve que dans son contenu, dans le contenu du fanion, il y a 5 1 qui se suivent, il rajoute un 0 artificiel. Ce qui va faire en sorte que je ne vais jamais générer un fanion à l'intérieur de la trame. Lorsqu'il a terminé d'envoyer tout le contenu de la trame, il termine par le fanion. Alors vous allez me dire, je vais faire quoi de ces zéros-là? Parce que ce sont des zéros artificiels. Donc ces zéros artificiels qui ont été rajoutés, on va les supprimer à l'arrivée en faisant la même approche. C'est-à-dire, une fois que j'ai récupéré la trame, je l'ai délimitée entre le premier et le deuxième fanion, je vais regarder toutes les séquences de 5 1 dans la trame TRI qui a été reçue. Donc, le 0 forcément qui suit, c'est un 0 artificiel qui a été rajouté, donc il va être supprimé. Donc un petit exemple pour que vous compreniez. Imaginez que vous voulez envoyer ça. Vous voulez envoyer cette séquence. D'accord? Donc je vais l'encadrer par un premier fanion. Donc je vais générer le fanion de début. C'est 0, 6, 1, 0. Et je vais commencer à envoyer ma séquence. Alors l'émetteur, donc là, il envoie 0, ensuite il va en envoyer 1. Là, il calcule. Donc, il calcule le nombre de 1 consécutifs. Il trouve qu'il a envoyé 5 1. Donc, il insère automatiquement un 0. Un 0 artificiel. Il continue la séquence stéréo. La séquence qu'il devait envoyer. Donc, en continuant ici, il va trouver aussi qu'il y a une deuxième séquence de 5 1. Il rajoute un 0 artificiel. Ainsi de suite, donc là aussi j'ai une séquence de 5 1, un 0 artificiel, et il termine. Quand il termine le contenu, il ferme la trame avec le fanion. À l'arrivée, je fais quoi? Je récupère ma trame. Ma trame, elle est récupérée entre les deux fanions. Ok, donc à l'intérieur de la trame, je ne peux pas avoir une génération d'un même caractère que le fanion, parce que je l'ai bloqué avec les zéros artificiels qui ont été insérés. Donc une fois que j'ai récupéré le contenu, je vais calculer le nombre de 1 consécutifs. Donc dès que je trouve 5 1 consécutifs, je supprime le 0 qui suit. Donc les 0 Hadoma vont être supprimés à l'arrivée, et donc je retrouve mon information de départ qui a été envoyée par l'utilisateur. Est-ce que c'est clair, cette histoire d'insertion de 0? إذا كاين une suite تابعة زعما 5 أمر بعضهم et le 0 ماشي artificiel, original. Justement, je m'en fous de ce qui suit après. Qu'il y ait un 0 ou là qu'il y ait 1, c'est pas un problème. Là, vous voyez bien qu'il y a un 0. Il y a un 0 dans la séquence. Je ne regarde pas ce qui suit. Je rajoute toujours le 0. Qu'il y ait un 1 ou là qu'il y ait un 0. إذا كان le 0 ماشي artificiel, est-ce que supprimer? Supprimer, je vois, il supprime le 0 terre, il supprime un 0. Parce que on a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne regarde pas ce qui suit. J'ai un compteur qui calcule le nombre de 1 consécutif. Dès qu'il me dit nombre de 1 est égal à 5, je rajoute le 0. Dans tous les cas. Dans tous les cas, je rajoute le 0. Maintenant, voilà. Qu'il y ait un 0 ou là qu'il y ait un après. Tu vois, il y avait un 1, j'ai rajouté le 0. Il y a un 0 qui suit, j'ai rajouté le 0. C'est-à-dire, dans tous les cas, je rajoute le 0. C'est pour casser avec la séquence de 6-1.
Donc le 0 est inséré dans tous les cas après une séquence de 5 1. Ah oui. Et donc à l'arrivée, je supprime toujours le 0 qui suit la séquence de 5 1. Parce que je sais qu'il y a un 0 artificiel qui suit la séquence de 5 1. Donc je ne peux pas générer un caractère fanion à l'intérieur de la trame, c'est impossible. C'est-à-dire les deux fanions que je vais retrouver, c'est les fanions qui vont délimiter ma trame. Donc une fois que j'ai récupéré le contenu qui est entre les deux fanions, donc il suffit de supprimer les zéros artificiels qui suivent la séquence de 5 1. Et donc je retrouve l'information qui a été réellement transmise par l'émetteur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, il faut interpréter le reste des champs, parce que là, vous voyez bien que le contenu, il est structuré en champs. On dit un champ adresse qui est sur un octet, voire plus. Dans le cas simple, il est sur un octet. Le champ commande, il est soit sur un octet, soit sur 2 octets. Bon, on expliquera quand est-ce qu'il peut être par la suite. Hein, quand est-ce qu'il peut être plus d'un octet. Mais dans le cas standard, il est sur un octet. Hada, il est sur un octet. L'information, c'est une taille variable. Tout dépend de ce que vous voulez transporter. Et le dernier champ, c'est le champ vérification qui est sur 2 octets. Alors, s'il est sur 2 octets, forcément, le polynôme de vérification, il est de degré 16. Ce qui vous permet de calculer un reste sur 16 bits. OK. Donc, le polynôme générateur qui a été utilisé dans HTLC, c'est ce polynôme-là. C'est x16 plus x15 plus x au carré plus 1. Donc, il permet de faire la division. Les fanions ne sont pas inclus. Du champ adresse, du champ commande, du champ information par ce polynôme. Donc, vous prenez les 3 champs, vous les divisez par chez 2x, celui-là. x16 plus x15 plus x au carré plus 1. Le reste est forcément de degré, il est sur 2 octets. Le reste, il est sur 2 octets. Donc, vous le rajoutez à la fin. Donc, ça va former le FCS. OK, c'est comme ça qu'on contrôle donc s'il y a des erreurs ou non dans HTLC. Alors, le champ adresse, alors on met quelque chose, c'est-à-dire dans le champ adresse, on avait dit sur un octet. Hein, en général, dans le cas standard, c'est sur un octet. Il vous donne l'adresse simplement dans le cas où je suis dans un réseau multipoint. Pourquoi? Parce que dans un réseau point à point, c'est-à-dire si vous avez un seul câble qui relie 2 machines, c'est-à-dire les machines ne vont pas changer. C'est-à-dire c'est toujours la même machine qui est au bout du câble. Donc si on fait une identification au départ, c'est-à-dire avant de transmettre les trames, c'est-à-dire si vous êtes identifié, il y a des trames qui permettent de s'identifier, des trames de service. Donc si j'ai reconnu l'adresse de la machine qui est au bout, et il connaît mon adresse, j'ai plus besoin de le répéter par la suite dans les trames. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes équipements, ça ne va pas changer. Donc lorsque je suis dans un point à point, je le fais au départ pour connaître l'identifiant de la machine et aussi un EA pour m'identifier. Je n'ai plus besoin de répéter que c'est moi et de remettre. Donc dans le cas point à point, donc le champ adresse, il est fictif, c'est-à-dire qu'il contient la valeur 0. Parce que je n'ai pas besoin de m'identifier à chaque fois que j'envoie la trame. Les équipements sont toujours les mêmes, ils ne vont pas changer en cours de route. Par contre, là où j'ai besoin de m'identifier, c'est lorsque j'ai plusieurs machines qui sont raccordées au même câble. C'est ce qu'on appelle un multipoint. C'est-à-dire comme dans le cas en bus, dans les topologies en bus, on peut avoir un câble qui traverse plusieurs machines. Et dans ce cas-là, je ne sais pas qui m'envoie une trame, ou là, je ne sais si je dois envoyer aussi vers une autre trame, je dois préciser le récepteur, parce que toutes les machines vont recevoir cette trame-là. Et donc, c'est la machine qui va se reconnaître à travers son adresse, qui pourra interpréter le contenu, qui pourra le traiter. Les autres devraient l'ignorer. Hein, lorsque vous êtes dans une bus, c'est toutes les machines qui reçoivent la trame, qui sont à l'écoute. C'est seulement celle qui est concernée par l'adresse qui doit la traiter. Donc, c'est là où je dois renseigner de la valeur de l'adresse. Bon, l'histoire qui est sur le point 2, dans une trame commande, il représente la station secondaire. Je l'expliquerai par la suite. Hein. Je l'expliquerai dans quelques minutes parce qu'il faudra que j'introduise une autre notion. Simplement, la retenez aussi que vous avez une adresse particulière, c'est 8.1. Lorsque vous voulez
faire un broadcast, c'est-à-dire envoyer à toutes les machines. Là, vous n'avez pas besoin de répéter la même trame en mettant l'adresse de chaque machine. Vous pouvez envoyer une seule fois la trame en mettant cette adresse particulière qui est égale à 8.1. Donc là, ça permet de dire que la trame, elle concerne toutes les machines. C'est-à-dire que le contenu de cette trame concerne toutes les machines. Ok, donc c'est une adresse particulière qu'on appelle une adresse de broadcast, de diffusion totale. Ok. Est-ce qu'il y avait une question? Oui. Je t'entends pas là-bas. Essaye d'écrire sur le chat. Essaye d'écrire sur le chat. Je t'entends pas. C'est très faible. C'est très faible. Ton micro, il est très faible. J'ai compris adresse, c'est tout. Mais le reste de la question, je ne l'ai pas compris. Donc tu peux écrire sur le chat. Hein. Monsieur, راهو كتب في le chat. Moi j'ai rien reçu. Qu'est-ce qu'il a dit? Le champ d'adresse, est-ce qu'il contient juste l'adresse du destinataire ou même de l'émetteur? Non, il contient simplement, on verra. Il contient, c'est des configurations. En général, il contient ce qu'on appelle du secondaire. J'expliquerai pourquoi je ne voulais pas introduire de cas secondaire, cette histoire de secondaire et de primaire, parce que je n'ai pas encore expliqué c'est quoi un secondaire, c'est quoi un primaire. Mais on va mettre simplement l'adresse du secondaire, qu'il soit émetteur ou là qu'il soit récepteur. Je vais expliquer c'est quoi cette histoire de secondaire, c'est quoi cette histoire de primaire. Simplement, dans le cas point, il n'y a pas besoin de mettre d'adresse, puisque les machines il y a deux machines, elles sont identifiées au départ. Ça ne peut pas être que, quand j'envoie la trame, ça ne peut être que au bout du câble. Et quand il m'envoie, ça ne peut être que moi. Ok, ça ne va jamais changer. Par contre, lorsque je suis dans un multipoint, je ne sais pas vers qui je vais envoyer. Et donc là, ça va toujours être l'adresse du secondaire, qu'il soit émetteur ou là qu'il soit récepteur. Et j'expliquerai pourquoi lorsque j'introduirai là maintenant justement les modes de fonctionnement dans HDLC. Alors, HDLC, il a deux modes principaux. Il peut travailler en mode standard. Alors, quand il travaille en mode standard, les compteurs, parce qu'il va utiliser des compteurs pour séquencer les trames, pour les numéroter. C'est-à-dire chaque trame, elle aura son numéro. Donc, dans le mode standard, la capacité des compteurs, elle est modulo 8, c'est-à-dire qu'ils vont être sur 3 bits. Donc, ça permet de séquencer normalement 8 trames. C'est-à-dire chaque trame, elle aura un numéro. Là, c'est 0. La dernière, c'est le numéro 7. Dans le mode étendu, notamment dans les liaisons satellitaires, on va passer du modulo 8 vers le modulo 128. C'est-à-dire que la capacité des compteurs Arduino, elles seront non pas sur 3 bits, mais sur 7 bits. Donc ça permet d'envoyer une séquence de jusqu'à 127 trames avant de demander l'acquittement. C'est par rapport à l'acquittement. On l'expliquera par la suite. C'est-à-dire que dans le premier cas, vous pouvez envoyer maximum 7 trames avant de demander un acquittement groupé. Dans le cas satellitaire, en raison des délais de transmission, on permet d'envoyer jusqu'à 127 trames. Donc c'est ce qu'on appelle le mode étendu. Et donc, lorsque vous travaillez en mode étendu, le champ commande Hadaya, il est sur 2 octets. Lorsque vous travaillez en mode standard, il est sur 1 octet. C'est par rapport au compteur, parce que les compteurs, on va les trouver ici, dans le champ commande. Donc dans le mode standard, donc, ça va contenir simplement 3 bits. Dans le mode étendu, ça va contenir 7 bits chacun. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à 2 octets pour le champ commande. Autre chose, il y a différents modes de fonctionnement dans HDLC. Il y a le premier mode, il y a deux modes principaux. Il y a le mode dissymétrique, c'est ce qu'on appelle le mode maître-esclave. Donc, ce mode-là, il est destiné lorsque je travaille dans un réseau, notamment en bus, c'est-à-dire
en half duplex. Pourquoi en half duplex? Parce que lorsque vous êtes sur un bus, il y a un problème. Si plusieurs stations envoient en même temps des trams, vous allez avoir ces trams-là qui vont se tamponner, si vous voulez. Vous allez avoir les deux signaux qui vont se rencontrer et qui vont se mélanger. Et donc, on parle de collision, c'est-à-dire que vous allez créer des collisions sur le réseau. Et donc, les deux trams sont perdus. Il ne faut pas qu'il y ait deux machines qui envoient en même temps lorsque vous êtes sur un bus. Parce que le bus, c'est un seul câble. C'est un seul câble qui est partagé. Donc, vous êtes en half duplex. D'accord? Donc, que vous ayez deux machines ou là que vous ayez plusieurs machines en multipoint qui partagent le même câble, un seul canal, là, vous ne pouvez pas permettre à ce que deux machines envoient en même temps. Si elles envoient en même temps, vous risquez d'avoir des collisions. Donc, il faut trouver un fonctionnement du réseau qui soit adapté au bus, par exemple. Au bus, lorsqu'on travaille en half duplex. Donc, on va utiliser le mode dissymétrique. Donc, dans le mode dissymétrique, on va élire un mètre, qu'on va appeler une station, qu'on va appeler le mètre. Cette station va être appelée aussi le primaire. Et donc, toutes les autres machines qui sont sur le réseau vont être des esclaves ou bien des secondaires. Donc, dans le mode dissymétrique, donc destiné aux liaisons multipoints, donc multipoints ou là, même pour les points à points. Mais donc, dans les types de fonctionnement en mode dissymétrique, vous avez toujours un mètre, donc une station primaire, et toutes les autres stations vont être des esclaves ou bien des secondaires. Donc les commandes ou là, les trams qui vont être envoyés, par le mètre au primaire, ça va être appelé des commandes, et les trams qui vont être envoyés par les secondaires, les esclaves, vont être appelés réponses. Donc ça, c'est une terminologie qu'on va utiliser. Donc dans ce mode-là, donc toutes les trams qui sont envoyées par le primaire vont être appelées commandes, et toutes les trams qui vont être envoyées par les secondaires, les stations secondaires, vont être appelées réponses. Alors, pour revenir à l'histoire de l'adresse de tout à l'heure, le mètre, il est connu. C'est-à-dire, quand je suis dans une configuration mètre-esclave dissymétrique, c'est le cas, tu as le réseau multipoint, le mètre, il est élu, il est connu. Et donc, les communications se font toujours entre secondaire et le mètre. C'est-à-dire, même si j'ai envie d'envoyer d'un secondaire vers un secondaire, je dois passer par le mètre. C'est-à-dire que le mètre, si vous voulez, c'est comme un concentrateur. C'est une station qui va se charger de la communication entre secondaires. Si je l'envoie vers le mètre, tant mieux. Mais si j'ai envie d'envoyer vers un autre secondaire, je dois passer par le mètre. Maintenant, un message, c'est pas pour toi, mais tu le transmets vers l'autre secondaire. Donc, pour les secondaires, ils n'ont pas besoin de connaître, j'allais dire, l'adresse des autres. Ils ont besoin de connaître, plutôt, ils connaissent le mètre. Donc, ils doivent s'identifier. Quand ils contactent le mètre, ils doivent mettre toujours leur adresse à eux. C'est-à-dire, s'ils envoient puisque toute la communication, elle est entre le secondaire et le primaire, entre l'esclave et le maître. Donc, dans le champ adresse, je mets toujours l'adresse du secondaire, qu'il soit émetteur ou là qu'il soit récepteur. C'est-à-dire, lorsque le secondaire envoie vers le maître, il met son adresse à lui pour s'identifier, parce qu'il peut y avoir plusieurs secondaires. Et lorsque le maître envoie vers le secondaire, il met l'adresse du secondaire vers lequel il doit envoyer. Parce que lui, il est connu, le maître, il est connu, on sait c'est qui. Par contre, on ne sait pas vers quel secondaire on doit envoyer, ou là, quel est le secondaire qui va envoyer vers le maître. Donc, lorsque c'est le secondaire qui envoie, donc il met son adresse. Lorsque le maître envoie vers un secondaire, il met l'adresse du secondaire vers lequel il va envoyer. Donc, c'est toujours le secondaire qui est identifié dans le champ adresse. Que je sois émetteur ou là récepteur. Que ce soit l'émetteur que ce soit le secondaire qui envoie. Donc, si c'est le secondaire qui envoie, donc il met son adresse. Si c'est le primaire qui envoie vers le secondaire, il met l'adresse du secondaire vers lequel il doit envoyer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair cette histoire, bien que j'y reviendrai par la suite. Donc, on identifie toujours les stations secondaires dans le champ adresse. Alors, ça, c'est le mode dissymétrique. Dans le mode dissymétrique, il y a deux sous-fonctionnements. C'est-à-dire que j'ai
de fonctionnement dans le mode dissymétrique. J'ai le mode réponse normale. Hada, il est destiné donc pour les réseaux en half duplex, en point à point ou là en multipoint, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc on vous dit le primaire invite le secondaire à se connecter, à transmettre. Dans ce mode, deux stations ne peuvent envoyer en même temps sur le support. Il est établi grâce aux commandes SNRM et SNRME. Alors dans le mode réponse normale, voilà, on a rajouté un primaire, c'est pour qu'il organise les communications. Parce qu'on avait dit que le problème, c'est que si deux stations décident d'envoyer en même temps, je risque de perdre la trame. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une collision. Et donc la trame, elle est perdue. Donc c'est au primaire, si vous voulez, de donner la parole pour éviter qu'il y ait deux stations qui envoient en même temps. C'est-à-dire que si le primaire ne vous a pas donné l'autorisation de parler, vous ne pouvez pas envoyer de trame. Donc lui, il doit donner les autorisations de telle façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas deux machines qui envoient en même temps. Donc il peut vous donner l'autorisation d'envoyer, comme il peut vous la retirer. Et donc il va la donner à tour de rôle. Il peut la donner à tour de rôle, il peut la donner à un secondaire. Lorsque le secondaire il a terminé, il la donne à une autre station, et ainsi de suite. Donc il fait en sorte que les stations ne s'enchangent pas en même temps pour éviter justement qu'il y ait des collisions. Ça ne veut pas dire que les collisions ne peuvent pas se produire, mais au moins de limiter le nombre. C'est pour ça qu'on a introduit ce mode de fonctionnement dans le multipoint. C'est pour éviter qu'il y ait un nombre important de collisions, pas justement par le fait de régler donc la communication, en tout cas de gérer la communication par une seule machine, donc qui va gérer, qui aura le droit de donner la parole aux autres stations secondaires et de la retirer éventuellement. Donc ça, c'est le mode réponse normale. Il y a un autre mode, toujours en mode maître-esclave, dissymétrique, c'est le mode synchrone. Là, on a assoupli, c'est-à-dire que c'est toujours un half duplex, je suis toujours en bus, c'est-à-dire un seul canal qui est partagé, mais il est utilisé simplement en point à point, mais chez en multipoint. Donc en multipoint, on utilise toujours le mode SNRM. Là, en mode point-point, on peut utiliser le mode asynchrone. Dans ce cas-là, les deux stations, il y a une station primaire, il y a une station secondaire, mais la station secondaire, elle peut envoyer sans avoir la permission de A. Et dans ce cas-là, on peut avoir des collisions. Mais les collisions sont rares. Pourquoi? Parce que quand vous avez deux stations, c'est-à-dire que la probabilité que les deux envoient en même temps, elle est rare. Contrairement si vous êtes en multipoint. En multipoint, vous avez plusieurs stations. Donc la probabilité qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des stations qui envoient en même temps, elle est plus importante. C'est pour ça qu'on oblige à ce que ce soit le primaire qui donne la parole. Et là, dans le mode asynchrone ARM, bon, il y a toujours un maître, mais qui a moins de privilèges que dans le premier cas. C'est-à-dire que c'est lui qui établit un certain nombre de fonctionnalités, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation tel le maître pour pouvoir envoyer. Mais ce n'est destiné que dans les cas où je suis en point à point, c'est-à-dire qu'il y a un seul primaire et un seul secondaire. D'accord? Donc je ne peux pas appliquer l'ARM dans le cas du multipoint. Le multipoint, je suis obligé d'appliquer le mode réponse normale. Si je suis en point à point, je peux appliquer le mode réponse normale comme je peux appliquer le mode asynchrone ARM. Donc c'est selon. Bien sûr, les modes ils sont établis au départ. C'est-à-dire que c'est au départ que les stations se mettent d'accord sur un mode de fonctionnement. Donc en utilisant des commandes qu'on détaillera par la suite. Donc on a des commandes spécifiques HDSC qui, lorsqu'elles sont échangées au départ, permettent de dire voilà, on va travailler dans le mode normal, ou là on va travailler dans le mode asynchrone, ou là dans un autre mode. Alors là vous avez une schématisation, donc ça c'est le multipoint, donc c'est ce qui va être utilisé en mode réponse normale. Donc vous avez plusieurs secondaires et un primaire, et la communication se fait toujours entre secondaire et primaire. Deux secondaires ne peuvent pas s'envoyer directement de l'information, ils doivent passer par le primaire. Donc les données, les trames qui sont envoyées par le primaire sont appelées commandes, les trames qui sont envoyées par les secondaires sont appelées réponses. Je peux aussi avoir le cas point à point, et dans le cas point à point, je peux travailler en mode réponse normale ou là en mode asynchrone. Ok? Alors l'adresse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours l'adresse de la station secondaire. Parce que le primaire, il est choisi au départ, on le connaît. On connaît l'adresse, donc on n'a pas besoin de l'identifier. Donc c'est toujours la station secondaire qui doit s'identifier par rapport au primaire lorsque je suis en multipoint. Lorsque je suis en point à point, je peux ne pas spécifier et mettre la valeur 0. On avait dit que la valeur artificielle, c'était
des zéros. Ici. Et lorsque je suis en point à point, je mets 0 dans le champ adresse. Je n'ai pas besoin de le renseigner complètement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous avez une question de le chat. Alors, est-ce que vous pouvez me la lire, s'il vous plaît? Il a dit Monsieur le maître, comment il sait quel secondaire à qui envoyer? S'il a reçu, c'est-à-dire soit il a reçu une réponse, c'est-à-dire que le secondaire lui a envoyé quelque chose. Donc quand le secondaire envoie une trame, il s'identifie, le secondaire va s'identifier avec son adresse. Donc il pourra lui répondre à travers son adresse. Mais au départ, avant, les machines s'identifient, c'est-à-dire le maître connaît tous les secondaires qui sont dans le réseau, il a les adresses. Mais maintenant, si un secondaire interpelle le primaire, il lui envoie une trame, une donnée, ouais, il a besoin de lui répondre. Il peut lui répondre, puisque dans la première trame, il y a l'adresse du secondaire. On ne met pas l'adresse du primaire, on met l'adresse, parce que la communication dans l'organisation, elle se fait toujours entre secondaire et primaire. C'est-à-dire que les trames vont toujours du secondaire au primaire. Donc j'ai besoin simplement d'identifier l'adresse du secondaire pour que le primaire, lorsqu'il écoute, tout le monde écoute le câble. Tout le monde écoute le câble dans un multipoint. Mais c'est seulement le primaire qui va les lire. Les autres devraient l'ignorer. C'est parce que sauf si l'adresse les concerne. D'accord? Si j'envoie, si Hada il envoie, donc il envoie une trame. Il met son adresse, donc il sait que il ne va pas lire la trame, parce que c'est lui qui l'a envoyé. Donc les autres, ils ne sont pas concernés, puisque l'adresse ne les concerne pas, donc c'est le primaire qui lit toujours les trames. Donc il sait que ça le concerne, donc il lit le contenu de la trame, il sait que le contenu vient de ce secondaire. S'il a besoin de répondre, donc il crée une trame, et il met dans le champ adresse, l'adresse de ce secondaire. Donc c'est celui-là qui va se reconnaître par la trame, les autres vont ignorer. D'accord? Parce que la communication se fait toujours entre secondaire et primaire, et comme le primaire il est identifié, donc on le connaît, donc on n'a pas besoin de mettre son adresse, on a besoin simplement de mettre l'adresse des secondaires, que ce soit à l'émission ou là à la réception. Dans le cas multipoint, on n'a même pas besoin de mettre des adresses parce que c'est toujours les mêmes machines. On a deux machines, on sait qui est au bout, on sait que c'est le primaire, c'est le secondaire. Donc le champ adresse il est superflu si vous voulez, donc on n'a pas besoin de le renseigner. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais de toute façon, il reviendra. Maintenant, peut-être ça paraît un peu... Il y a pas mal de questions qui vous passent par la tête, mais au fur et à mesure qu'on avancera dans HDLC, vous allez mieux comprendre. Il a dit oui. Oui. Il a dit oui. Ok. De toute façon, j'y reviendrai. C'est en avançant que vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'est le mode dissymétrique. Donc dans le mode dissymétrique, il y a un mode de réponse normale qui est destiné pour le multipoint principalement, et le mode asynchrone, donc avec beaucoup de privilèges. Donc le mode réponse normale, c'est beaucoup de privilèges pour le primaire. Dans le mode asynchrone, le primaire a moins de privilèges. Parce qu'on avait dit qu'il pouvait, le secondaire pouvait ne pas être invité. Il pouvait envoyer sans être invité. C'est le cas asynchrone. Il y a un autre mode, c'est le mode symétrique. Donc dans le mode symétrique, il n'y a ni primaire ni secondaire. C'est-à-dire que toutes les machines ont le même droit. Ils sont primaires et ils sont secondaires en même temps. Donc là, c'est lorsque j'ai envie de travailler en full duplex. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collision. J'ai deux câbles, l'un pour l'émission, l'autre pour la réception. Donc si j'ai une liaison full duplex qui relie deux machines, c'est-à-dire en point à point, là ça marche en point à point. Donc si les deux machines reliées par un point à point donc utilisent une liaison full duplex, donc là je n'ai pas besoin d'établir un maître et un esclave. Parce que avec l'histoire d'un maître-esclave, je l'utilise lorsque je travaille en half duplex. C'est pour, si vous voulez, organiser la transmission. Dès que je suis en full duplex, toutes les machines ont les mêmes droits. Donc elles peuvent envoyer quand elles veulent. On n'a pas besoin d'avoir une invitation pour envoyer. D'accord? Parce qu'elles envoient sur des câbles séparés. Ok. Alors que dans le cas des modes de réponse normale au mode asynchrone, j'ai un seul câble. Dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai un problème de gestion du câble. Parce que si j'envoie... si deux machines envoient sur le même câble en même temps, je risque d'avoir une perte du signal. Ok, ce qu'on appelle la collision. Là, la collision ne peut pas se produire parce que j'ai deux câbles séparés
donc qui permettent d'envoyer en bidirectionnel en même temps sans qu'il y ait de perte du signal. Et donc les trames vont être appelées commandes. Tout dépend, on verra, tout dépend de la nature de la trame. C'est-à-dire qu'il y a des trames qui vont être... il y a, si vous voulez, la liste des trames possibles. Il y a un sous-ensemble qui va être appelé trame, et il y a un sous-ensemble qui va être appelé commande, qui va être appelé réponse. Pardon, je répète. Il y a un sous-ensemble de trames qui va être appelé commande, et les réponses à ces commandes vont être appelées réponses. Donc on va les classer. Donc si une fonction, si une machine va envoyer une trame commande, donc elle sera maître, elle sera le primaire. Et la machine qui répond va être momentanément esclave ou la secondaire. Et inversement, Hadi, elle pourra être maître ou la primaire si elle envoie une commande. Et l'autre, elle lui répond, elle sera esclave en lui répondant la réponse. Donc c'est par rapport à la fonctionnalité des commandes que vous envoyez. Mais les mêmes machines ont les mêmes droits et les mêmes privilèges. Donc je n'ai pas besoin d'inviter l'autre pour qu'il m'envoie. Donc on peut avoir un échange en bidirectionnel en même temps. Donc je n'organise pas l'échange ou la communication comme c'est le cas avec le mode dissymétrique. Donc c'est ouvert, ça reste un échange ouvert. Bon, j'expliquerai quand on avancera dans les exemples, etc. Vous comprendrez mieux. Hein. Donc, mais retenez simplement qu'il y a ces modes-là qui peuvent être utilisés. Voilà, donc là c'est l'heure il me semble, donc on va arrêter avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au peu qu'on a vu, hein, parce qu'on n'a rien vu encore sur HDLC. Bon, monsieur, c'est clair pour moi. Ok, pour les autres. Oui, monsieur, c'est clair. Parce que voilà, il y a plusieurs modes, parce que HDLC c'était le premier protocole complet, et donc quand on a fait le protocole HDLC, on l'a défini pour plusieurs fonctionnements. Donc il fallait établir le mode de fonctionnement au départ avec des commandes spécifiques en fonction du réseau dans lequel on devait échanger de la donnée. Mais actuellement, vous n'avez pas un protocole avec plusieurs procédures. Vous avez chaque protocole, c'est séparé, c'est-à-dire dans chaque réseau, vous avez des protocoles différents. Donc c'est pour ça que les protocoles actuellement qui sont utilisés de nos jours adaptent quelque part des procédures de HDLC. HDLC a proposé plusieurs procédures. Actuellement, chaque procédure de nos jours a défini un protocole totalement différent. Ok. Voilà, donc je vous dis à demain, Inch'Allah, à 13h, c'est ça. Vous me confirmez. Donc demain, c'est à 13h. Moi, je sais pas. Non, en tout cas, c'était l'ancien emploi du temps. Donc j'espère qu'on va rester sur cet emploi du temps, puisqu'on avait échangé avec avec l'enseignante de analyse, je ne me rappelle plus, analyse numérique, Madame Harouni. D'accord, bon. Ok, donc à 13h, sinon vous m'envoyez un email. D'accord. Merci, monsieur. Allez, à demain, Inch'Allah.